Lucas Laferte, nous allons entendre tout à l'heure une de vos pièces, La bataille de Waterloo. Je crois que c'est une des dernières que vous ayez écrites. C'est la dernière, oui. C'est la dernière. Et il se trouve qu'il y a 15 jours, vous étiez à la Société des auteurs pour recevoir un prix, un grand prix de la Société des auteurs pour la radio. Donc nous sommes doublement heureux de vous recevoir. On parlera de tous vos prix parce que vous êtes devenu un grand collectionneur de prix. Et je vous poserai quelques questions tout à l'heure, mais ce que je voudrais, c'est que Et nous pourtant, parlions. je suis un écrivain sans prix. C'est ça, voilà. Vous êtes un écrivain sans prix, et ce qui est intéressant aussi, peut-être, ou malheureux, je ne sais pas, vous nous direz ça tout à l'heure également, après la diffusion de votre pièce, Mhm. c'est que vous avez essentiellement des prix grâce au théâtre. Oui, enfin en En partie. partie. Hein. Oui, en partie. Non, mais En vous avez beaucoup de partie. prix de théâtre. Ah Hein. oui, Il oui, n'en reste oui. plus J'en beaucoup suis pour les ravi autres. d'ailleurs. Alors, Waterloo, c'est une morne pleine, c'est quoi? Oui, enfin, j'espère que non, parce que non, je pense que c'est une fois de plus, une satire à partir de la famille et dans un ton de drôlerie cette fois un petit peu burlesque, un petit peu loufoque. Oui, mais pourquoi Waterloo? Pourquoi veter? Ah bah c'est tout simplement parce que c'est contenu à l'intérieur même, ça fait partie de l'objet du thème. En fait, c'est très simple, ça n'a rien de Non, mais compliqué. vous auriez pu prendre une autre bataille. Est-ce que c'est Oui, bien sûr. un Ah petit non, clin non, pas d'œil à du tout. Victor Hugo Non, non, ou absolument à pas. Stendhal? Non, non, c'est absolument accidentel. Et puis cette bataille de Waterloo, il y a un côté tellement légendaire, je veux dire que et puis qui sonne à l'oreille. Enfin, C'est une histoire de famille. et c'est une fois de plus une histoire de famille. Oui. Mais ce qui est intéressant aussi avec vous, c'est Oui. que je ne sais pas si vraiment vous avez des comptes à régler avec votre famille, mais vous ne parlez que de la famille, et souvent Non, mais je crois qu'en ça, la famille des vous autres. Hein. m'avez donné à plusieurs reprises, Ouais, Lucien Atoun, l'occasion de m'expliquer sur ce point. oui. Je veux dire, la cellule familiale me paraît être vraiment l'objet idéal pour équilibrer, enfin, pour articuler une satire. Et puis, enfin, c'est une micro-société. Donc, à partir de là, j'ai l'impression que, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, je peux tout faire. Je veux dire, ça donne lieu à toutes les ouvertures. Il y a une question que je me suis posée Oui, par rapport à vous. oui. Vous auriez pu peut-être faire des pamphlets. Oui, mais c'est un genre qui me... Oui, peut-être, oui. Oui, 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 oui. Non, mais je sais pas. Oui, 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 effectivement, oui. Ouais. Alors vous Oui. essayez de faire Non, j'y ai rire. songé. Oui. Oui, Enfin, vous essayez de faire oui, rire oui, à travers un schéma, comme vous dites, une structure oui, qui est la société oui. et qui est la cellule idéale. Je croyais qu'il est la cellule idéale pour la vie, mais vous dites la cellule idéale pour faire de la satire. C'est Euh, paradoxal. non, c'est pas paradoxal. Je veux dire, à partir du moment où vous avez des éléments typiquement, enfin presque archétypiques, représentatifs, à partir de là, je veux dire, ça aide les situations, indiscutablement. Parce que l'éventail des situations, théâtralement parlant, hein, j'entends, l'éventail des situations n'est pas très large, hein, finalement. Je veux dire, c'est très codifié. Le mari, la femme et l'amant. Bon, j'avoue que c'est un tout petit peu usé. Donc, non, enfin, en ce qui me concerne, moi, maintenant. Si le ciel le veut, peut-être Oui, élargirai-je mes absolument. Mais propos. vous, c'est papa, maman et moi. C'est ça, papa, maman et moi. Voilà, on aurait pu penser que c'était vous, papa, mais non, c'est... C'est ça, papa, maman et moi. Voilà. Et le personnage qui est toujours là, qui grandit mal ou qui C'est ça. est... Voilà, on le retrouve, et c'est toujours vous qui est On le derrière. retrouve, oui, Voilà. enfin... non, Bambi, tout ce qu'on veut. oui. L'enfance est très présente chez Non, vous. mais l'enfance est très présente dans la mesure où, théâtralement, là, parlant, bon, il y a quand même aussi un fait purement technique. Je veux dire, c'est qu'à partir de la fausse innocence des enfants, il est évident que dans le dialogue, on peut amener des sortes de drôleries, je veux dire, qui sont acceptables de la part d'une prétendue innocence enfantine, alors que chez un adulte, je veux dire, c'est absolument inconcevable. Bien, alors on va entendre surtout, là, on va entendre la bataille de Waterloo qui est réalisée par votre complice habituel, Evelyne Frémy. Vous Evelyne avez Frémy, oui. un lent cheminement avec elle dans les réalisations. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, après la diffusion de cette pièce, nous nous retrouvons et nous irons peut-être un peu plus loin sur votre parcours de lauréat brillant du théâtre français, de la littérature française. D'accord. Voilà, on va collectionner les trophées avec Lucas Laferte. Lucas Laferte, tout à l'heure, avant l'écoute de votre pièce La bataille de Waterloo, je vous plaisantais sur vos prix et je disais qu'il y a 15 jours à peine, vous étiez à la Société des auteurs dramatiques et vous receviez le grand prix de la Société des auteurs dramatiques en tant qu'auteur de radio.
mais vous êtes un homme de théâtre et vous êtes surtout un homme de plume. Alors, combien de prix d'abord vous avez eu? Bien sûr, nous sommes contents parce que ça jaillit sur France Culture. Oui. Vous avez eu pratiquement, enfin, toutes vos dernières pièces passées à France Culture. Mais Oui. combien de prix vous avez eu? D'abord, je vais vous dire tout de suite, j'en sais rien parce que je ne les compte pas. Cela dit, je voudrais effectivement, vous mettez l'accent là sur quelque chose de très important et j'ai regretté d'ailleurs lors de cette très agréable et très gentille manifestation entre professionnels de la Société des auteurs il y a une quinzaine, j'ai regretté de n'avoir pas eu la présence d'esprit de mettre l'accent sur l'importance pour des auteurs, sur en fait le rôle que joue cette station, enfin de France Culture. Et je pense que là, il y a eu tout de même, depuis toutes ces années, je veux dire, il y a eu tout de même là une espèce de grande ouverture qui ne se produit finalement nulle part ailleurs, il faut bien le dire. Et moi, personnellement, en tant qu'auteur, puis même pour des auteurs beaucoup plus jeunes que moi. Oui, d'ailleurs, il y des avait auteurs deux lauréats familles, comme hein. Yves Fabrice Lebeau, C'est ça, par exemple. Daniel Voilà, Besnéard. Qui voilà sont c'est ça, passés. c'est une nouvelle génération, ça. Et en toute sincérité, je pense que le rôle joué par France Culture, pour le théâtre, entre autres, est quand même quelque chose de capital qui mériterait vraiment d'être protégé. Puis cela dit, ça a tout de même un impact très important sur des gens qui ne se contentent pas de niaiseries et qui aiment aussi parallèlement avoir un fait culturel et qui ne soit culturel sans aucune espèce de type prétentieux. Je veux dire, on est hors de la catégorie pseudo-intellectuelle, on est vraiment dans quelque chose d'actif. Bon, alors cela dit, pour Oui, répondre alors, à votre que les question, dieux moi, vous je sais. entendent, vous Non, savez mais je tenais que- à mettre l'accent, vous Oui. voyez, parce que ça ne m'est pas venu à l'esprit lors du petit discours que j'ai eu à prononcer, et je l'ai regretté. Très bien. Cela dit, nous fermons cette parenthèse Oui, que d'accord. vous avez ouverte et je voudrais Oui. vous demander, alors, quel est le prix que vous n'avez pas encore eu et que vous Oh, souhaitez avoir? Non, mais des que vous tas. souhaitez avoir. Non, honnêtement, Le Goncourt je ne souhaite pas. Ah non, pas du tout. Je ne l'ai jamais espéré parce que je n'ai jamais écrit de roman. Je n'ai écrit que des récits. Donc, a priori, je veux dire, le Goncourt, d'une manière générale... On aurait pu vous donner le Goncourt de la nouvelle, après couronne... tout, Daniel Boulanger l'a eu. Oui, éventuellement. Oui, bon, enfin, bon. Le Grand Prix de l'Académie française. Oui, j'ai eu l'autre, mais celui-ci, je ne l'ai pas encore. Alors, non, si je vous pose cette question, c'est parce que de plus en plus, je me demande s'il n'y a pas un malentendu Calaferte dans Je le pense. monde de l'écriture. Ah oui. C'est un monde. Ah, ça, je ne sais pas. Calaferte, c'est quelqu'un, c'est un repère. Oui. Tu vois, et quand on dit Calaferte, Calaferte, Oui, c'est ça. dans tous les médias. Même chez Monsieur Pivot, chez qui vous êtes passé une fois d'ailleurs, je crois. Oui, bien sûr. Et vous avez comme ça un long parcours. Et en même temps, il vous faut vous battre comme un débutant. Je suis l'inconnu le plus célèbre. À quoi vous attribuez cela? À votre personnalité? Non, oui, d'abord à ma personnalité, et puis je pense à mon retrait aussi. Je veux dire, je ne participe pratiquement jamais à rien. Je suis tout à fait en dehors de toutes les chapelles, de toutes les écoles, et même simplement de tous les groupes amicaux qui peuvent se produire dans ce métier. Je tiens à mon retrait, je tiens à ma solitude, je tiens à mon éloignement, ce qui ne m'empêche pas d'avoir d'ailleurs des sympathies réelles pour les uns et pour les autres. Vous voulez dire que vous n'êtes pas un misanthrope? Non, je suis pas un misanthrope, je suis quelqu'un qui a envie de travailler dans son coin tranquillement et de faire ce qu'il a envie de faire, bon, c'est tout. Mais pourtant, quand vous étiez à Paris dans les années 50, vous étiez plutôt mêlé à Non, j'ai la jamais- grande vie parisienne, non? Ah oui, bien sûr, oui. Non, j'ai jamais été très mêlé. Non. J'ai toujours Quels été un étaient petit vos peu- camarades d'époque, un petit peu vos marginal. camarades Ah, lesquels, les des camarades soirées, de des début? nuits? Oui, de début, oui. Ben, il y avait des gens comme Georges Arnaud, il y avait des gens, je ne sais plus, comme Veraldi, il y avait des gens comme Lanzmann, il y avait des gens comme Vidali, enfin bon, etc., quoi. C'était un entourage professionnel. Cela dit, moi, mes amis, mes véritables amis étaient ailleurs. Alors, je reviens sur le malentendu Calaferte. Oui. Alors, vous, Oh, c'est comment un vous malentendu, non, mais oui. vous écrivez Oui. des récits Oui. en partant, par exemple, de l'actualité ou de notes ou de réflexions. Oui, oui. Et en réalité, j'ai le sentiment que, d'un côté, il y a ces récits. Vous dites des récits, moi je trouve que c'est plutôt de la littérature, des romans un peu durs, un peu drus, parfois délicats, et qui sont une manière qui vous est propre. De l'autre côté, il y a le théâtre que vous prenez très au sérieux, mais qui constitue une sorte de délassement noble pour vous, d'écrivain, qui s'amuse, qui réfléchit comme un contre-point. Non, je m'amuse pas. Non, mais qui s'amuse au bon sens du terme, qui se Oui. divertit, disons, au sens pascalien, pour simplifier les choses. Voilà, très bien. Et puis, j'ai dit pascalien, et ce n'est pas un hasard, parce que il y a le reste, c'est-à-dire votre journal. Oui, d'accord. Et votre journal, ça semble un long dialogue de Louis Calaferte avec Dieu. Oui. Le théâtre est un révélateur de quelque chose qui m'est inhérent, je veux dire, c'est le goût de la dérision.
Bon. Et puis ce que j'appelle, moi, j'ai intitulé ça le comique de constat, parce que c'est un comique effectivement très particulier. C'est véritablement le comique d'observation, le comique de constat. Je dois dire que là, ça me paraît absolument inemployable ailleurs que sous la forme dialoguée, c'est-à-dire que dans le théâtre où il y a la présence de personnages vivants, etc. Mais je pense que sous cette pellicule de comique de constat, enfin de drôlerie, quelquefois aussi de drôlerie fondée sur le verbal, sur le verbe lui-même, sous cette pellicule se dissimule quand même une espèce de vision personnelle de société, comme on dit aujourd'hui, qui rejoint par bien des côtés le travail de mes livres ou la réflexion du journal. C'est un tout sous des formes un peu diverses. C'est-à-dire que si on gratte le comique, on trouve le tragique. Oh, le tragique, c'est un grand mot, mais enfin, on trouve l'amer, l'amertume. Oui, vous n'aimez pas les jeux de mots lacaniens. Votre précision était... C'est ce qu'elle voulait dire. Mais pourquoi vous êtes amer? Ah non, je suis pas amer, je suis pas, c'est pas moi qui suis en question, je dis, c'est le regard que moi je porte sur mes contemporains. Je veux dire, bon, je suis pas très optimiste par nature, je suis même pas pessimiste d'ailleurs. Je suis mortimiste. Je veux dire, c'est mon plus léger défaut. Oui, parce que je pense par exemple à l'une de vos pièces. Il y a eu chez les Kitsch, que Jean-Pierre Miquel avait monté au Petit Odéon et qui a été un départ pour vous, mais il y a Les Mandibules, par exemple. Voilà une pièce qui est... D'abord, vous jouez sur les mots comme Morty, machin, les Mandibules, là, c'est vrai. Et voilà une pièce qui représente non plus une famille comme la bataille de Waterloo, mais deux familles. Ça, vous vous êtes payé le luxe de mettre deux familles en parallèle, deux familles devant la grande bouffe, avec donc papa, maman et deux enfants, un enfant de chaque côté. Et comme pour faire le lien naturel, il y a un boucher qui est là. Et les familles mangent. Et les familles mangent à peu près presque de la même manière, sauf qu'il y en a une qui est un peu d'un milieu social peut-être plus élevé ou moins élevé, mais il y a un décalage sur les mots léger, on a l'impression qu'ils disent la même chose, et si on entend bien, on s'aperçoit que non, ils ne disent pas la même chose, parce que par les mots, vous arrivez à situer socialement, culturellement, les deux familles. Et alors, on rit. Et puis, au fur et à mesure, à un moment, il y a la pénurie. Alors, il y a la pénurie, mais le tiers-monde est là pour fournir, donc ça va. Et puis un jour, le tiers-monde a cessé de fournir. Il y a la pénurie dans ce qui n'est plus, ou qui n'était plus, ou qui ne sera plus, ou qui va devenir le tiers-monde, je ne sais plus. Et on finit par manger le boucher. Oui, là, j'ai été guidé par un souci, d'une part, de drôlerie, d'observation juste, parce que j'ai tout de même... j'ai encore des souvenirs d'une certaine période qui fut celle des lourdes et lentes restrictions de l'occupation. Et puis cela dit, j'ai voulu, dans cette pièce en particulier, ce qui m'intéressait, en fait, c'est de mettre sous le couvert du comique quelque chose qui est en essence, alors là, vraiment tragique. Là, le mot n'est pas trop fort. C'est l'instinct anthropophagique qui persiste, qu'on le veuille ou non, au fond de chaque individu. On en a des exemples assez récents. On en a des exemples lors, par exemple, de grandes catastrophes, type des naufrages, par exemple, ou type les grandes retraites militaires, comme celles qui ont eu lieu à la fin de la dernière guerre, où il a été constaté des visus. Oui, d'ailleurs, Michel Vinaver, votre confrère, a écrit une pièce sur le cru et le cuit, qui est l'ordinaire. Oui, absolument. Oui. Et donc, c'était cette espèce de, comment dirais-je, de prise de l'instinct dans une action, dans une articulation dramatique, là, m'a particulièrement intéressé sous forme d'un comique, je veux dire, parce que sinon, c'est inacceptable. Oui. Je suis d'accord avec vous, sauf que là, c'est, disons, la lecture au premier degré, comme disent les Brechtiens, mais au-delà, il y avait tout de même un arrière-plan, peut-être métaphysique, non? Ou ce sont les critiques qui rajoutent ça? Oui, non, c'est des grands mots, ça, métaphysique. Moi, je ne crois pas que le théâtre soit fait pour transporter des grandes idées. Je veux dire, c'est pas son objet, c'est pas son rôle. Je pense que d'une certaine manière, là, on le dévalue et on l'altère. Il y a quand même pour le théâtre un souci d'efficacité immédiate, d'impact immédiat. Les choses vont très vite au théâtre. Il faut que le spectateur ait le temps d'entendre et en quelques secondes, finalement, de se créer sa propre vision imagé. Donc, je veux dire, les théâtres plus ou moins à thèse, moi, me fatiguent. Je ne pense pas que ce soit l'objet. Pas plus que ce n'est l'objet pour la poésie, par exemple, que de transporter des idées philosophiques. Je veux dire, il y a des sphères, des catégories pour chaque genre. Précisément, Luc Alafert, quand vous abordez le théâtre, que vous le vouliez ou non, vous espérez le plus grand nombre.
Ah ben ça, évidemment, c'est un souhait qui... Cela dit, compte tenu de la forme, enfin de la structure de mes pièces qui sont en général courtes, il est évident qu'on ne peut pas accéder avec ce type de pièces à des salles immenses. Donc, a priori, on sait très bien que ça ne va toucher qu'un public limité. Oui, mais c'est plus que deux. Ah ben en général, oui. Jusqu'à maintenant, Voilà. grâce à Dieu, les salles ont été petites mais combles. Mais alors, précisément, la question que je voulais vous poser, d'un Oui. côté, il y a celui qui a l'affaire qui écrit et qui vise plus que deux personnes, c'est-à-dire son premier lecteur qui est son metteur en scène, et puis ses comédiens, et puis les spectateurs dans la salle. Et de l'autre côté, il y a le même Lucas Laferte qui se retrouve seul avec Dieu ou avec sa plume, comme on voudra, et qui tient un journal. Oui, mais oui. Alors, je pense que le plus important pour vous, c'est quand même ce journal. Oui, enfin, tout est d'égale importance. Mais la question que je voulais vous poser, Oui. que je ne vous ai jamais posée du reste, Oui. c'est pourquoi tient-on un journal? Pourquoi on tient un journal? Je dois dire, alors là, enfin, on va pas faire un historique. Je dois dire qu'au départ, je n'étais pas non plus tout à fait organisé pour la forme du journal, que dans ma jeunesse, j'ai entrepris à maintes reprises et l'abandonnant comme quelque chose de très fastidieux. Et puis, au long des années, il m'a paru qu'il y avait tout de même tout un pan de sensations, de remarques, d'observations, enfin, etc., qui disparaissaient faute d'être consignées. Alors, je m'y suis au départ astreint. Et puis ensuite, la discipline étant prise, les choses sont devenues presque une nécessité. Je dois dire qu'aujourd'hui, j'aurais de la difficulté à ne pas noter pratiquement en permanence des bribes de choses. Je veux dire qui d'ailleurs quelquefois disparaissent au moment de la publication, attendu qu'il y a beaucoup d'inutilité. Enfin, Oui, c'est le goût de saisir, de ne pas laisser passer. et de ne pas oublier. Oui, aussi de ne pas oublier, mais enfin, je sais pas, surtout de ne pas laisser passer, je veux dire, un moment d'échange, des choses, ce goût un petit peu de pétrifier la vie, de la fixer. Vous avez dit vous-même, là, publication. Alors, pourquoi faut-il publier? Mais un journal, c'est très important, je veux dire, parce que c'est à travers ça que se définit une personnalité, quelle qu'elle soit. Bon, la mienne n'a rien d'exceptionnel, mais la somme de réflexion, la somme d'observation, la somme de sensibilité, etc., etc., à travers un journal, elle est presque une matière brute, une matière spontanée. À partir de là, je veux dire, si ça intéresse ne fût-ce qu'un, je dis bien ne fût-ce qu'un lecteur qui y trouve une pâture quelconque, une direction quelconque, je veux dire, pourquoi l'en priver? Oui, mais ça veut dire qu'un écrivain, en dehors d'écrire, peut prétendre avoir quelque chose à dire sur quelque chose d'autre. Oh, bah bien sûr, oui. Son mot à dire sur, Oui. Sur la littérature, Oui. ça c'est fait, sur Oui, la bah, bien musique, sûr, oui, oui. sur les autres arts, Oui, bien mais sûr. aussi sur la politique. Oui, là, c'est moins mon fait. C'est ce J'entends qui- bien, c'est ce mais qui vous voyez, de m'intéresse le glissement moins, en mais glissement, enfin, on se mais bien sûr, retrouve, mais c'est et certain. un jour, on vous demande votre nom au bas d'un communiqué et pour faire voter les autres dans tel sens ou dans tel autre. Donc, l'écrivain se laisse, sous prétexte de témoigner, comme l'artiste, mais l'écrivain, parce qu'il écrit, il laisse des traces, Oui. se laisse entraîner Oui. et peut-être fasciné par le pouvoir et par le paraître. Oui, non, moi, personnellement, le pouvoir, c'est le dernier de mes soucis. La politique, c'est pas une chose qui m'obsède. Cela dit, je veux dire, de tout temps, il a fallu tout de même, d'une part, des gens qui produisent des idées, et puis d'autres qui les emploient, ce qu'on appelle les politiques. Parce que les politiques ne sont pas en eux-mêmes émetteurs d'idées, hein. Donc, on a plus ou moins, pour reprendre une expression de quelqu'un que vous avez quand même côtoyé d'une manière ou d'une autre, les mains sales à ce moment-là. On ne peut pas faire autrement. Il y a le fait politique lui-même actif, et puis il y a le fait politique qui est un fait politique répandu, c'est-à-dire ce sont là en fait les conséquences du fait politique dont nous observons tous des retombées qui sont personnelles. À partir de ce moment-là, on peut fort bien émettre des idées, mais des idées qui sont en fait philosophiques, qui survolent le fait lui-même, sans appartenir, je veux dire, à une catégorie politique déterminée et refermée sur elle-même. Moi, la politique en elle-même, elle ne m'intéresse pas. Je veux dire, je lui trouve très peu d'intérêt parce que manipulé par des gens, quels qu'ils soient d'un bord ou de l'autre, manipulé par des gens qui me semblent toujours très retardataires et figés dans des moules qui ont toujours au minimum 50 ans de retard. Alors là, je veux dire, moi, ça m'intéresse très très peu, mais vraiment très peu.
Je ne me vois pas appartenant à une organisation politique, quelle qu'elle soit. Voilà mon sentiment. Je veux dire. comprends bien. Par contre, mon objet, la réflexion à partir d'un fait politique quel qu'il soit, ça c'est une réflexion tout à fait personnelle que je suis très capable, enfin dans la mesure de mes moyens, que je suis très capable d'établir sur le papier. Alors il y a des écrivains qui ont cru bon au cours des années dernières, enfin des 20 années dernières, à prendre des aspects de pouvoir politique, être des directeurs de conscience, type Sartre ou autre, je veux dire. Ou Camus. Moi c'est ou Camus, bon, moi c'est pas du tout mon objet, je veux dire, moi alors ça c'est vraiment le cadet de mes soucis, je veux dire. Même si on m'y invitait, on ne m'y invite pas, mais même si on m'y invitait, je veux dire, alors ça vraiment je refuserais, alors catégoriquement. Alors ça, je trouve que ça n'est pas l'objet de l'écrivain. L'objet de l'écrivain, c'est d'être à sa table dans un coin et de réfléchir le plus sérieusement possible sur des questions qui lui importent, qu'elles soient politiques ou autres. Parce que moi, je m'intéresse beaucoup plus aux questions d'art, en général, qu'aux questions politiques. Non, mais on va pas écouter. Là, on part du théâtre et vous m'entraînez dans des discussions qui dépassent au-delà de... Absolument. Bon, moi, je pense... Écoutez, je suis en train d'essayer de vous aider à tenir à jour votre journal. Je sais. Bon, d'accord. Bon, ben attendez les volumes de cette année. Et puis Vous êtes à quel volume, en fait? Vous verrez, je ne sais plus, le troisième va paraître au mois de janvier prochain. Il y a donc des publics pour ça. Ah oui, et de plus en plus nombreux. Ce qui est un bon signe pour la littérature. C'est ça, Gutenberg n'a pas encore perdu la partie. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors ça, rien ne remplace le mot et rien ne le remplacera jamais. Mais pourquoi? Parce que c'est la trace? Parce que le mot est une manière de saisissement qui va dans le sensible. Et l'image est une saisie qui arrête les choses. Ça, c'est tout à fait différent. Nous sommes dans deux catégories. Il y a une catégorie de fixation et une catégorie de prolongement. Alors ça, ce sont deux choses. Là, le mot n'est pas perdu. Oui, mais je suis frappé justement par ce monde de l'image. Je ne sais pas si ça vous arrive, quand vous êtes sur les autoroutes, il y a de plus en plus de signes. Oui. Et nous sommes dans une société de signes. On croit que c'est pour simplifier, mais je me demande si maintenant il ne faut pas mettre des légendes sous les signes. Non, mais vous savez, nous ne sommes jamais... On dit qu'il y a de plus en plus de signes. Ça n'est pas vrai, Lucien. Ça n'est pas vrai dans la mesure où, de tout temps, la symbolique a joué un rôle très important et l'homme a besoin d'un réseau de symboles. Et les symboles étaient beaucoup plus compliqués il y a fort longtemps, car les noms eux-mêmes des choses, même des aliments, si vous voulez, des herbes, enfin moi je m'intéresse à la botanique, les noms mêmes étaient des symboles qui alertaient l'individu. Donc aujourd'hui nous avons même, il y a même une espèce de déperdition par rapport à ce monde symbolique. Donc en fait c'est pas vrai qu'il y a une multiplication de signes, pas du tout. Pas du tout. Il y a même une synthétisation des signes parce qu'il y a une évolution des esprits qui fait que, je veux dire, un signe en remplace 10. Une dernière question, Lucas Laferte. Oui. À quoi vous croyez? Ou À Dieu. Le Dieu... Fermement. Non, à Dieu, j'ai la foi. Tout bêtement. Je n'invite personne à la voir. Je l'ai pour moi tout seul, tranquillement. Et ça me satisfait comme ça, je suis bien content. Vous pratiquez? Je pratique à ma manière. C'est-à-dire, c'est un Dieu solitaire ou personnel? Oui. C'est votre Dieu à vous? C'est pas mon Dieu à moi, c'est le Dieu multiforme, mais je veux dire, les pratiques sociales, les encasernements ne sont pas mon fait, une fois encore. Bon, Mais vous pensez que c'est un Dieu créateur, un Dieu juge? je pense que c'est un Dieu omnipotent et que nous sommes les uns et les autres limités à un déterminisme contre lequel nous ne pouvons pas, parce que nous avons chacun une chose à faire, en un lieu et en un temps déterminé, dans une durée donnée, et que chacun est respectable dans la mesure où il est fait pour accomplir quelque chose, ce qui fait que n'importe quelle créature, de la fourmi au génie, ont finalement, dans l'ensemble, dans l'accomplissement du tout, ont exactement la même signification, et on leur doit la même déférence, le même respect, c'est tout. Même aux monstres? Même aux monstres, parce que il y a le jeu des oppositions et les oppositions sont complémentaires et que je pense que, enfin c'est pas moi qui l'ai dit, c'est monsieur Héraclite, le monde en fait est un échauffement et il n'y a pas d'échauffement sans frottement et s'il y a un frottement, il est évident qu'il y a le blanc et le noir. Mais alors, le yin-yang de l'Orient. Oui, mais alors s'il y a déterminisme, Oui. il n'y a plus liberté. Vous savez, ce mot de liberté, est-ce que vous avez eu la liberté de venir au monde? Bon, et vous vous en contentez quand même. Certes, mais Bon. votre parcours, votre Est-ce que cheminement, vous avez une... votre passage. Mais le chemin, le passage, il est moi, à mon avis, hein, je peux me tromper complètement. Je veux dire, ça c'est mon sentiment à moi. C'est mon sentiment qui est quand même un peu fondé sur l'observation, dans la mesure où quand, à partir d'un certain âge, je veux dire, on regarde la totalité de sa vie, on voit toutes les imbrications qui ont été nécessaires pour accomplir telle ou telle chose qu'on désirait ou qu'on ne désirait pas d'ailleurs.
là, on se dit qu'il y a quand même très peu de choses accidentelles. Alors, employer le mot hasard pour remplacer le mot déterministe, quoi qu'il en soit, le résultat est le même. Je veux dire, le fait même de l'arrivée dans ce monde qui n'est pas choisi, qui est involontaire, je veux dire, détermine tout. Après ça, on vous dit, bah oui, mais la mort, je veux dire, mais même Donc la mort ne vous fait pas peur? Non, oh, elle me fait pas peur. Je pense que c'est un moment difficile pour chacun de nous. Je pense que ça doit être un moment difficile dans la mesure où on en a conscience. Bon, si c'est une mort foudroyante, c'est autre chose. Je pense que ça doit pas être un moment facile. Cela dit, je suis pleinement et intérieurement convaincu que nous n'avons pas affaire qu'à ce monde-ci et qu'il y a d'autres versants. C'est en ce sens, Lucas Laferte, on terminera sur un mot dérisoire, mais il est de vous, c'est en Oui. ce sens que vous êtes mortimiste. Voilà, c'est en ce sens que je suis mortimiste.